Le chauffeur a mâchonné son cigare et nous a toisé. Ça fait 500 km pour ce genre de course. Il faut payer au départ. Vous prenez les cartes de crédit des casinos, a demandé Annabeth. Faut voir, a répondu le chauffeur de taxi. Ça dépend desquels. Il faut que je les vérifie d'abord. Annabeth lui a tendu sa carte Lotus verte. Il l'a regardée d'un œil sceptique. Interrogez-la, a dit Annabeth. Il a glissé dans l'appareil. Le compteur s'est mis à teinter. Les voyants lumineux ont clignoté. Pour finir, un symbole infini est apparu à côté du signe $. Le chauffeur de taxi en a perdu son cigare. Il s'est tourné vers nous, bouche bée, et yeux écarquillés. Où à Los Angeles Votre Altesse. À la jetée de Santa Monica, a répondu Annabeth, en se redressant de quelques centimètres. J'ai remarqué que Votre Altesse lui avait bien plu. Conduisez-nous là-bas au plus vite et vous pourrez garder la monnaie. Peut-être n'aurait-elle pas dû dire ça. Le compteur de vitesse du taxi n'est jamais descendu en dessous des 150 km/h de toute la traversée du désert Mojave. En route, nous avons eu tout le temps pour parler. J'ai raconté mon dernier rêve à Annabeth et à Grover, mais plus j'essayais de me souvenir des détails, plus il m'échappait. À croire que le casino du Lotus avait court-circuité ma mémoire. Je n'arrivais pas à me rappeler la tonalité de la voix du serviteur invisible. Pourtant, j'étais certain que c'était la voix de quelqu'un que je connaissais. Le serviteur s'était adressé au monstre de la fosse avec un autre titre que Monseigneur, un nom ou un qualificatif spécial. Le silencieux a suggéré Annabeth, le riche. Ce sont deux des surnoms d'Hadès. Peut-être, ai-je dit, mais si aucun des deux ne me semblait correspondre vraiment à mon souvenir. Cette salle du trône ressemble à celle d'Hadès, a dit Grover. C'est comme ça qu'elle est écrite habituellement. J'ai secoué la tête. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je dis, la salle du trône n'était pas la partie essentielle du rêve. Et cette voix qui venait de la fosse, je ne sais pas, elle ne m'a pas donné l'impression d'être une voix de Dieu. Annabeth a écarquillé les yeux. Quoi? Ai-je demandé. Oh rien, c'était juste... Non, c'est forcément Hadès. Peut-être qu'il a envoyé ce voleur. Cette personne invisible dérobait l'éclair primitif, et puis quelque chose a mal tourné. Comme quoi? Je ne sais pas, mais s'il a volé à l'Olympe le symbole de pouvoir de Zeus, et si les dieux étaient assez trousses, un tas de choses auraient pu mal tourner. Si tu vois ce que je veux dire. Et alors le voleur a dû cacher l'éclair, ou bien il l'a perdu. En tout cas, il ne l'a pas rapporté à Hadès. C'est ce que disait la voix dans ton rêve, n'est-ce pas? Le gars a échoué. Ça expliquerait que les furies cherchaient quelque chose quand elles nous ont assaillis dans le car. Ils croyaient peut-être que nous avions récupéré l'éclair. Je ne comprenais pas bien ce qu'avait Annabeth. Elle était toute pâle. Mais si j'avais déjà récupéré l'éclair, et je dis pourquoi voudrais-je aller aux enfers? Pour menacer Hadès, a suggéré Grover, pour le convaincre de te rendre ta mère en lui graissant la patte. J'ai émis un sifflement. Tu as des pensées bien maléfiques pour une chèvre, ai-je dit. Pas un merci. Mais la créature de la fosse a dit qu'elle attendait deux choses, et je repris. Si l'éclair en est une, quelle est la seconde? Grover a secoué la tête, visiblement perplexe. Annabeth m'a regardé comme si elle connaissait déjà ma prochaine question et qu'elle me suppliait silencieusement de ne pas la poser. Tu as une idée de ce qui pourrait être dans cette fosse, n'est-ce pas? Lui ai-je demandé. Je veux dire, si ce n'est pas Hadès. Merci, n'en parlons pas. Parce que si ce n'est pas Hadès, non, c'est forcément Hadès. Le désert défilait de part et d'autre. Nous sommes passés devant un panneau annonçant État de Californie, 20 km. J'avais l'impression qu'il me manquait une information simple mais cruciale. Comme si je regardais un mot ordinaire que j'aurais dû connaître, mais que je n'arrivais pas à comprendre parce qu'une ou deux lettres m'échappaient. Plus je réfléchissais à ma quête, plus j'avais la certitude que le face-à-face avec Hadès n'apporterait pas la véritable réponse. Il se passait quelque chose d'autre,
quelque chose d'encore plus dangereux. Le problème, c'était que nous foncions à 150 km/h vers les enfers en partant du principe qu'Hadès détenait l'éclair primitif. Si nous découvrions en arrivant là-bas que nous nous étions trompés, il serait trop tard pour rectifier le tir. L'échéance du solstice tomberait et la guerre éclaterait. La réponse est aux enfers, assure Annabeth. Tu as vu des esprits des morts. Percy, il ne peut s'agir que d'un seul endroit. Nous faisons ce qu'il faut. Là-dessus, elle a essayé de nous remonter le moral, en suggérant d'astucieuses stratégies pour pénétrer dans le pays des morts. Mais, en ce qui me concerne, le cœur n'y était pas. Trop de facteurs demeuraient dans l'ombre. C'était comme d'essayer de réviser pour un examen sans rien connaître de la matière. Et ça, croyez-moi, j'avais pratiqué plein de fois. Le taxi fonçait vers l'ouest. Chaque rafale de vent dans la vallée de la mort sifflait à mes oreilles comme l'esprit d'un mort. Chaque fois qu'un semi-remorque donnait un coup de frein, je croyais entendre la voix reptilienne d'Echidna. Au coucher du soleil, le taxi nous a déposés devant la plage de Santa Monica. Elle était exactement comme les plages de Los Angeles qu'on voit dans les films. Sauf qu'elles sentaient mauvais, des attractions de fêtes foraines s'alignaient le long de la jetée, des palmiers bordaient les trottoirs, des sans-abri dormaient dans les dunes de sable, et des surfeurs attendaient la vague parfaite. Grover, Annabeth et moi sommes descendus jusqu'à la lisière de l'eau, et maintenant, a demandé Annabeth. Le Pacifique s'embrasait sous les rayons du soleil couchant. Je me suis souvenu de la dernière fois où je m'étais trouvé sur la plage de Montauk. Il y avait maintenant longtemps, sur l'autre côté du pays où j'avais contemplé un autre océan. Comment un dieu pouvait-il contrôler tout cela? Que disait mon prof de sciences naturelles? De dire de la surface de terre soit recouverte d'eau. Comment pouvais-je être le fils de quelqu'un d'aussi puissant? Je suis entré dans l'eau. Percy, s'est écrié Annabeth, qu'est-ce que tu fais? J'ai continué d'avancer jusqu'à la taille, jusqu'à la poitrine. Dans mon dos, j'ai entendu Annabeth qui essayait de me retenir. Tu sais que cette eau est complètement polluée. Il y a un tas de... C'est là que j'ai immergé la tête. Il est difficile d'inhaler délibérément de l'eau. Au début, j'ai retenu mon souffle. Puis je n'ai plus pu y tenir et j'ai octé. C'était à prévoir. Je pouvais respirer normalement. Je me suis enfoncé vers le large. Normalement, je n'aurais pas dû pouvoir percer l'obscurité des eaux. Pourtant, j'arrivais à me repérer. Je sentais la texture mouvante du fond. Je distinguais les colonies d'oursins plats qui tapissaient les barres de sable. Je voyais même les courants longs, rubans chauds et froids qui tourbillonnaient en s'entremêlant. J'ai senti un frôlement contre mes jambes. J'ai baissé les yeux et failli me propulser hors de l'eau tel un missile balistique. Un requin, marsouin d'1,50 m de long, passait en glissant à mes côtés. Mais il n'attaquait pas, il se blottissait contre moi, se frottait contre mes jambes comme un chien. D'une main hésitante, j'ai touché sa dorsale, il s'est un peu cabré, comme pour m'inciter à la serrer plus fort. J'ai attrapé la nageoire à deux mains, le requin a découlé, m'entraînant avec lui. Il m'a emporté dans les profondeurs, obscures. Il m'a déposé au bord de l'eau, de l'océan, à proprement parler, là où la barre de sable cède la plage à une fosse immense. Cela m'a fait l'effet d'être au bord du Grand Canyon à minuit, sans pouvoir distinguer grand-chose, mais en sachant que le vide est juste là, à mes pieds. La surface scintillait à peut-être 50 mètres au-dessus de ma tête. Je savais que j'aurais dû être broyé par la pression. Cela étant, normalement, je n'aurais pas dû pouvoir respirer non plus. Je me suis demandé s'il y avait une limite à la profondeur que je pouvais atteindre, si je pouvais me laisser couler jusqu'au fond du Pacifique. Alors, j'ai aperçu une forme qui luisait dans l'obscurité, au-dessous de moi, et qui devenait de plus en plus grande, à mesure qu'elle montait à ma rencontre. Une voix de femme, semblable à celle de ma mère, m'a appelé Percy Jackson. En se rapprochant, la silhouette se précisait. C'était une femme aux cheveux noirs flottants, vêtue d'une robe de soie vert d'eau. Elle était auréolée d'une lumière clignotante, et ses yeux étaient d'une beauté si frappante que j'ai failli ne pas remarquer l'hippocampe
chevauchait. Elle est descendue de sa monture. L'hippocampe et le requin marsouin ont filé tous les deux et se sont mis à jouer à ce qui ressemblait à une partie de chat. La dame sous-marine m'a souri. Tu viens de loin, Percy Jackson, bravo. Ne sachant pas trop quoi faire, je me suis incliné. Vous êtes la femme qui m'a parlé dans les eaux du Mississippi, ai-je dit. Oui, mon petit, je suis Néréide, un esprit de la mer. Ce n'était pas facile d'apparaître aussi loin dans le fleuve, mais les naïades, mes cousines d'eau douce, m'ont aidé à garder ma force vitale. Elles honorent le seigneur Poséidon, bien qu'elles n'appartiennent pas à sa cour, et vous appartenez à la cour de Poséidon. Elle a acquisé. Cela faisait de longues années qu'il n'était né aucun enfant au dieu de la mer. Nous t'avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Soudain, je me suis souvenu des visages sur les vagues à la plage de Montauk, quand j'étais petit, des reflets de femmes souriantes. Comme à tant de choses étranges dans ma vie, je n'y avais pas beaucoup prêté attention. Si mon père était tellement intéressé, et je dis, pourquoi n'est-il pas ici? Pourquoi ne me parle-t-il pas? Un courant froid est monté des profondeurs. Ne juge pas trop durement le seigneur de la mer, m'a dit la Néréide. Il est au bord d'une guerre qu'il ne souhaite pas. Il a beaucoup à faire par ailleurs. Il n'a pas le droit de t'aider directement. Les dieux ne peuvent pas faire preuve de favoritisme. Même envers leurs enfants, surtout envers eux. Les dieux ne peuvent agir que par un jeu d'influence indirecte. C'est pourquoi je t'apporte un avertissement et un cadeau. Elle a tendu la main. 3 perles blanches luisaient au creux de sa paume. Je sais que tu es en route pour le royaume d'Hadès, a-t-elle dit. Peu d'humains en sont revenus vivants. Orphée, qui avait un grand don musical, Héraclès à la force exceptionnelle, Houdini, le prestidigitateur, spécialiste de l'évasion, capable de s'extirper même des profondeurs du Tartare. Disposes-tu d'un de ces talents? Non, madame. Ah, mais tu as autre chose, Percy. Tu as des dons que tu commences seulement à découvrir. Les oracles te prédisent un avenir glorieux et terrible. Si tu parviens à l'âge d'homme, Poséidon ne te laissera pas mourir avant ton heure. Alors, prends ces perles, et lorsque tu seras en difficulté, grâce en une à tes pieds, que se passera-t-il? Cela, dit-elle, dépendra du besoin, mais rappelle-toi, ce qui appartient à la mer retournera toujours à la mer. Et l'avertissement, une lumière verte a clignoté dans son regard. Écoute toujours ce que te dit ton cœur ou tu perdras tout. Hadès se nourrit du doute et du désespoir. Il t'induira en erreur. S'il peut, te poussera à te méfier de ton propre jugement. Une fois que tu seras dans son royaume, il ne te laissera pas repartir de son plein gré. Garde la foi. Bonne chance, Percy Jackson. Sur ces mots, elle a rappelé son hippocampe et s'est dirigée vers l'abysse. Attendez, ai-je crié dans le fleuve. Vous m'avez dit de ne pas faire confiance au cadeau. Quel cadeau? Au revoir, jeune héros, m'a-t-elle répondu d'une voix qui se perdait déjà dans les profondeurs. Tu dois suivre ton cœur. Elle s'est réduite à un point vert lumineux, puis elle a disparu. J'avais envie de la suivre dans l'obscurité de l'abysse. J'avais envie de voir la cour de Poséidon. Mais j'ai levé les yeux vers le coucher du soleil qui s'estompait à la surface. Mes amis attendaient. Nous avions si peu de temps. Je me suis propulsé d'un coup de pied vers l'air libre. Lorsque je suis ressorti sur le rivage, mes vêtements ont séché instantanément. J'ai raconté à Grover et à Annabeth ce qui s'était passé et je leur ai montré les perles. Annabeth a fait les grimaces. Quand on te fait un cadeau, il y a toujours un prix à payer. Là, c'était gratuit. Non, elle a secoué la tête. On n'a rien sans rien. C'est un vieux dicton de grec ancien qui est bien passé dans la langue d'aujourd'hui. Il y aura un prix à payer, tu verras. Sur cette note joyeuse, nous avons quitté la plage, avec une partie de la monnaie qui était dans le sac à dos
entendu parler des studios TOA. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai vu à la télé, m'a-t-il dit. Tu es acteur ou quoi? Je suis cascadeur. Je double beaucoup d'enfants acteurs. Ah d'accord. Nous l'avons remercié et sommes descendus rapidement à l'arrêt suivant. Nous avons fait des kilomètres à pied en cherchant les studios TOA. Personne n'avait l'air de savoir où c'était. Ils ne figuraient pas dans l'annuaire. À 2 reprises, nous nous sommes jetés dans les ruelles adjacentes pour éviter des voitures de police qui passaient. À un moment donné, j'ai pilé net devant la vitrine d'un magasin d'électronique parce qu'une télévision y diffusait une interview de quelqu'un que je ne connaissais pas que trop bien, mon beau-père. Gabi, plus grave, il discutait avec Barbara Walters, l'animatrice qui reçoit toujours des gens célèbres, comme s'il était devenu une grande vedette. Elle l'interviewait dans notre appartement, au milieu d'une partie de poker. Une jeune femme blonde, assise à côté de Gabi, lui tapotait la main. De fausses larmes luisaient sur sa joue. Il disait: honnêtement, Madame Walters, sans bibiche, ma psychologue, je serais une loque. Mon beau-fils m'a pris tout ce qui comptait pour moi, ma femme, ma voiture, excusez-moi, j'ai du mal à en parler. Et voilà, chers concitoyens d'Amérique, Barbara Walters s'est tournée face à la caméra. Un homme déchiré, un jeune qui a de graves problèmes. Laissez-moi vous montrer de nouveau la dernière photo connue de ce jeune vieillard perturbé, prise il y a une semaine à Denver. Un cliché granuleux a envahi tout l'écran. On nous y voyait Annabeth Grover et moi devant le restaurant du Colorado, en pleine discussion avec Harris. Qui sont les autres jeunes sur la photo? A demandé Barbara Walters d'un ton théâtral. Quel est cet homme qui se trouve avec eux? Percy Jackson est-il un délinquant, un terroriste, ou qui c'est une victime manipulée par une nouvelle secte? Après la pause, nous discuterons avec des spécialistes de la psychologie enfantine. Restez avec nous, chers concitoyens d'Amérique. Allez, viens, m'a dit Grover en me tirant par le bras, avant que je n'assène un coup de poing dans la vitrine. L'obscurité est tombée et des personnages à l'air affamés ont commencé d'affluer dans les rues. Croyez-moi, je ne suis pas du genre trouillard. Je suis new-yorkais, n'oubliez pas. Mais Los Angeles avait une ambiance radicalement différente de New York. À New York, tout semble proche. La ville a beau être grande, on peut toujours aller n'importe où sans se perdre. Les rues et le métro sont faciles à comprendre. Les choses sont organisées d'une façon cohérente, à moins d'être stupide. Quand on est un gamin à New York, on ne craint rien. Los Angeles n'était pas comme ça. C'était une ville très étendue, chaotique, où il était difficile de se déplacer et de se repérer. Elle me faisait penser à Ares. Los Angeles ne se contentait pas d'être immense, elle voulait le prouver en étant bruyante, bizarre et déconcertante. Je me demandais comment nous allions nous y prendre pour trouver l'entrée des enfers avant le lendemain, jour du solstice d'été. Nous croisions des clochards, des vendeurs de rue et des voyous qui nous regardaient comme s'ils essayaient d'évaluer si ça valait la peine de nous braquer. Alors que nous passions rapidement devant l'entrée d'une ruelle, une fois dans la pénombre a dit: et toi? Comme un idiot, je me suis arrêté. En une seconde, nous nous sommes retrouvés encerclés. Une bande de jeunes s'était refermée sur nous. Ils étaient 6 en tout, des garçons blancs qui avaient tous des vêtements chers et des visages méchants comme les jeunes à Yancy, des gosses riches qui jouaient à s'encanailler. Instinctivement, j'ai décapuchonné turbulence. En voyant l'épée surgir du vide, les jeunes ont reculé, mais leur chef devait être très stupide ou alors très courageux au choix, car il a persisté à m'attaquer avec un grand arrêt. J'ai commis l'erreur d'asséner mon épée. Le jeune a poussé un cri, mais il devait être 100% mortel, car la lame de l'épée a traversé sa poitrine sans rien lui faire. Il a baissé les yeux. Qu'est-ce qui? Je me suis dit que je disposais d'environ 3 secondes avant que cette surprise se mît en colère. Courez, ai-je crié à Annabeth et Grover.
seul magasin dans la rue avait l'air ouvert, avec ses néons qui clignotaient en vitrine. L'enseigne au-dessus de la porte annonçait un truc du genre Krusty El Rio Hud Latma. Krusty le roi du matelas à eau, a traduit Grover. C'était le genre d'endroit où je ne mettais jamais les pieds, sauf en cas d'urgence. Mais justement là, c'était assez bien un cas d'urgence. Nous sommes entrés en trombe et nous avons couru nous cacher derrière un matelas à eau. Une fraction de seconde plus tard, les membres du gang passaient sur le trottoir en courant. Je crois que nous les avons semés, a dit Grover en haletant. Semés qui a donné une voix dans notre dos. Nous avons sauté en l'air tous les trois. Derrière, nous se tenait un gars qui ressemblait à un rapace en costume sport. Il faisait au moins 2,10 m de haut et il n'avait pas un seul cheveu sur le caillou. Il avait la peau grise et parcheminée, les paupières épaisses et tombantes et un four à sourire de reptile. Il s'approchait de nous à pas lents, mais j'avais le sentiment qu'il pouvait être rapide s'il le voulait. Son costume était digne du casino du Lotus. Il avait un look années 1970 à mort, chemise en soie, à imprimé cachemire, largement ouverte sur un torse velu, veste de velours revers large, comme des pistes d'atterrissage. Quant aux chaînes en argent à son cou, je ne pouvais même pas les compter. Je suis Krusty, a-t-il annoncé avec un sourire jaune de tartre. Désolé d'avoir fait éruption comme ça, ai-je dit. Nous nous promenions. Tu veux dire que vous vouliez échapper à ces vauriens, a-t-il grommelé. Ils traînent dans le quartier tous les soirs. Je reçois beaucoup de gens ici grâce à eux. Dis donc, tu veux essayer un matelas à eau? J'allais dire non merci, lorsqu'il a mis sa grosse paluche sur mon épaule et m'a poussé vers l'intérieur du magasin. Il y avait tous les modèles de matelas à eau et de sommiers imaginables, différentes qualités de bois, différents motifs de drap, lit double, extra double, géant. Voici mon modèle le plus apprécié. Krusty a tendu fièrement les bras vers un lit habillé de drap en satin noir, avec des lampes de lave incorporées dans la tête de lit. Le matelas vibrait, ce qui lui donnait un petit air de flambi arôme pétrole. Le massage aux 1000 mains, nous a dit Krusty. Allez-y, essayez. Tenez, faites donc une sieste, ça ne me gêne pas, il n'y a personne aujourd'hui de toute façon. Ai-je dit, je ne crois pas. Le massage aux 1000 mains, s'est écrié Grover en plongeant sur le lit. Et les mecs, c'est trop cool. A fait Krusty en frottant son menton rugueux. Presque. Presque quoi, ai-je demandé. Il a regardé Annabeth. Fais-moi plaisir. Et c'est donc celui-là, ma grande. Peut-être la bonne taille. Mais qu'est-ce que... a dit Annabeth. Il lui a tapoté l'épaule avec bonhomie et l'a emmené devant le modèle Safari de luxe, qui avait un cadre orné de lions en teck sculpté et une couette à imprimer léopard. Comme Annabeth refusait de s'allonger, Krusty l'a poussée. Et a-t-elle protesté? Krusty a claqué des doigts en disant Ergo. Des cordes ont jailli des côtés du lit et se sont tendues en travers du matelas, ficelant Annabeth. Grover a voulu se relever, mais des cordes sont sorties de son lit de satin noir et l'ont ligoté lui aussi. Pas cool, a-t-il crié d'une voix qui vibrait sous les secousses du massage à 1000 mains. Pas cool du tout. Le géant a contemplé Annabeth, puis il s'est tourné vers moi en souriant. Presque, a-t-il dit. S'en faut de vraiment pas grand-chose. J'ai essayé de reculer, mais sa main a fusé et s'est abattue sur ma nuque. Et mon grand, t'inquiète donc pas, on va t'en trouver un en moins de deux. Détachez mes amis. Oui, bien sûr, mais je vais les mettre à la bonne taille d'abord. Que voulez-vous dire? Vois-tu, les lits font tous exactement 1,80 m. Tes amis sont trop petits. Faut les mettre à la bonne taille. Annabeth et Grover se débattaient toujours. Je ne supporte pas les mesures imparfaites, a grommelé Krusty. Ergo, un nouveau jeu de cordes a poussé de la tête et au pied des lits pour aller se nouer autour des chevilles d'Annabeth et de Grover. Puis
survivront. Et maintenant, et maintenant, si on cherche un lit qui te plaise, hein? Percy, a hurlé Grover. Je réfléchissais à 100 à l'heure. Je savais que je ne pouvais pas affronter à moi tout seul ce géant vendeur de lits. Il me briserait la nuque avant même que j'aie pu dégainer mon épée. Votre vrai nom n'est pas Krusty, si, ai-je demandé. Officiellement, a-t-il reconnu. C'est Procrust. Les tireurs, ai-je dit. Je me souvenais de l'histoire. Le géant qui avait tenté de tuer Thésée par son hospitalité excessive quand le héros, en route pour Athènes, avait fait halte chez lui. Ouais, a repris le vendeur, mais qui peut prononcer Procrust? C'est mauvais pour les affaires, tandis que Krusty, tout le monde peut le dire. Vous avez raison, ça sonne bien. Une lueur s'allumait dans son regard. Ah oui, tu trouves? Ah, complètement. Et la qualité des finitions de ces lits. Fabuleuse. Il a souri jusqu'aux oreilles, mais ses doigts sur ma nuque ne se sont pas desserrés pour autant. C'est ce que je dis toujours à mes clients. Personne ne se donne la peine de regarder les finitions. Combien de têtes de lit avec lampe de lave incorporée as-tu déjà vu? Pas tant que ça. Exactement. Percy, a hurlé Annabeth. Qu'est-ce que tu fiches? Ne faites pas attention à elle, ai-je dit à Procrust. Elle est insupportable. Le gérant, Harry. Comme tous mes clients, ils ne font jamais pile 1,80 m, un manque total de tact, et ensuite ils se plaignent du travail de réglage. Comment faites-vous s'il mesure plus d'1,80 m? Oh, ça arrive tout le temps, ça se répare facilement. Il a lâché mon cou, mais avant que j'aie pu réagir, il a plongé la main sous un comptoir et en a ressorti une énorme hache en cuivre à double lame. Ce que je fais, a-t-il expliqué, c'est que je centre le sujet du mieux que je peux, et je tranche ce qui dépasse de chaque côté. Ah, ai-je répondu en avalant ma salive, ça se tient. Ça me fait tellement plaisir de rencontrer un client intelligent. Les cordes étiraient vraiment mes amis à présent. Annabeth blêmissait. Grover émettait des gargouillis, toi qu'on étrangle. Alors, Krusty, ai-je dit en m'efforçant de garder un ton de voix léger. J'ai jeté un coup d'œil à l'étiquette descriptive du spécial lune de miel. Celui-là a-t-il vraiment des stabilisateurs dynamiques qui empêchent la propagation des vagues? Absolument. Essayez-le donc. Je suis bien tenté, mais dites-moi, ça marche, même pour quelqu'un d'aussi grand que vous. Pas de vague du tout. Garantie. Pas possible. Tout ce qu'il y a de plus possible. Montrez-moi. Il s'est assis avec enthousiasme sur le lit et a tapoté le matelas. Tu vois, pas de vague. Je claquai des doigts et dis Ergo. Des cordes ont jailli et ligoté Krusty en le bloquant au matelas. Et a-t-il hurlé. Centrez-le comme il le faut. Ai-je dit. Les cordes ont obéi à mon ordre. Krusty s'est retrouvé avec la tête entière qui dépassait en haut du lit, et les pieds qui dépassaient en bas. Non, s'est-il écrit, attends, c'est juste un modèle de démonstration. J'ai libéré Turbulence. Quelques menus réglages. Je n'avais pas d'état d'âme quant à ce que j'allais faire. Si Krusty était humain, de toute façon, je ne pouvais pas lui faire de mal. Et si c'était un monstre, il méritait bien de tomber en poussière pour quelque temps. Lui est dur en affaires, m'a-t-il dit. Je te ferai 30% de réduction sur certains modèles d'exposition. Je crois que je vais commencer par le haut, ai-je dit en levant mon épée. Pas de versement initial. Crédit gratuit sur 6 mois. J'ai asséné l'épée. Krusty a cessé de me faire des offres. J'ai coupé les cordes des autres lits. Annabeth et Grover se sont relevés en grognant, grimaçant et baissant très fort contre moi. Vous avez l'air plus grand, ai-je dit. Très drôle, a dit Annabeth. La prochaine fois, sois plus rapide. J'ai regardé le panneau d'affichage qui se trouvait derrière le bureau de Krusty. Il y avait une publicité pour les livraisons Hermès et une autre pour le tout nouveau précis des monstres de Los Angeles et sa région. Le beau teint monstrueux qui répond à toutes vos questions. Juste au-dessus était épinglé un prospectus orange vif, des studios d'enregistrement
les âmes de héros. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux artistes. L'adresse de DOA était inscrite, assortie d'un plan. Venez, ai-je dit à mes amis. Donne-nous une minute, c'est plein Grover. On a failli mourir écartelé. Alors vous êtes prêts pour les enfers, ai-je dit. C'est juste la rue d'à côté. Voilà, c'est la fin du chapitre 17. Chapitre 18. Annabeth donne dans le dressage. Debout dans l'obscurité de Valencia Boulevard, nous regardions les grandes lettres dorées gravées dans le marbre noir. Studio d'enregistrement DOA. Au-dessus, sur les portes vitrées, il était marqué accès interdit aux démarcheurs et quêteurs, accès interdit aux vivants. Il était presque minuit, mais le hall d'entrée était plein de monde et brillamment éclairé. Un vigile patibulaire était assis derrière un bureau avec des lunettes de soleil et une oreillette. Je me suis tourné vers mes amis. Bon, vous vous souvenez du plan? Le plan à Octet Grover, j'adore le plan. Et si le plan ne marche pas, a dit Annabeth, ne sois pas négative. Je vois, nous pénétrons dans le pays des morts, mais je ne dois pas être négative. J'ai sorti les perles de ma poche, les 3 sphères laiteuses que le Néréide m'avait données à Santa Monica. Il n'avait pas l'air de pouvoir fournir un soutien formidable au cas où ça tournerait mal. Annabeth a mis la main sur mon épaule. Je suis désolé, Percy, tu as raison, nous allons y arriver, tout ira bien. Elle a donné un coup de coude à Grover. Complètement, a-t-il renchéri. Nous sommes bien arrivés jusqu'ici, nous allons retrouver l'éclair et sauver ta maman, pas de problème. Je les ai regardés tous les deux, et j'ai éprouvé une vive reconnaissance. Il y a quelques minutes à peine, j'avais failli les laisser écartelés sur des lits à haut grand luxe. Et maintenant, ils essayaient de se montrer courageux pour me remonter le moral. J'ai remis les perles dans ma poche. Venez, ai-je dit. On va au cirque. Quelques monstres des enfers. Nous sommes entrés dans le hall de DOA. Une musique d'ambiance se déversait par des haut-parleurs. Invisibles, les murs étaient gris, acier, des cactus se dressaient dans les coins comme des mains de squelettes. Le mobilier était en cuir noir et tous les sièges étaient occupés. Il y avait des gens assis sur des canapés, des gens debout, des gens qui regardaient par les fenêtres ou qui attendaient l'ascenseur. Personne ne bougeait, ni ne parlait, ni ne faisait grand-chose. Du coin de l'œil, je les voyais tous assez bien. Mais si je concentrais mon attention sur l'un d'eux, en particulier, il devenait peu à peu transparent. Mon regard traversait son corps. Le vigile avait son bureau perché sur une estrade, de sorte que nous devions lever la tête pour le regarder. C'était un homme grand, élégant, au teint chocolat et aux cheveux blonds décolorés, tondu à la mode militaire. Il portait des lunettes de soleil à monture d'écaille et un costume en soie italien assorti à ses cheveux. Une rose noire était épinglée à son revers de veste, sous une plaque en argent portant son nom. J'ai lu la plaque, puis je l'ai regardé avec stupéfaction. Vous vous appelez Chiron. Il s'est penché au travers de son bureau. Je ne voyais rien dans ses lunettes à part mon propre reflet, mais il avait un sourire froid et doucereux, un peu comme un python avant d'engloutir sa proie. Quel charmant garçon. Il avait un accent étrange, britannique, peut-être, mais aussi comme s'il avait appris l'anglais en seconde langue. Dis-moi, mon vieux, ai-je l'air d'un centaure? Non. Monsieur, dit-il ajouté avec onctuosité. Monsieur, il a pincé la plaque et passé un doigt sur les lettres. Tu peux lire ça, mon vieux. Charon. Prononcez Caron. Répétez avec moi. Caron. Caron. Formidable. Et maintenant, monsieur Caron. Monsieur Caron, ai-je dit. Bien joué. Il s'est radossé à
son siège. J'ai horreur qu'on me prenne pour ce vieil homme bourrin. Et maintenant, en quoi puis-je vous aider, les petits morts? Sa question m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Du regard, j'ai appelé Annabeth à la rescousse. Nous voulons aller aux enfers, a-t-elle dit. Un tic a agité la bouche de Caron. Voilà qui change agréablement, a-t-il commenté. Vraiment, a demandé Annabeth. Franc et direct, pas de hurlement, pas de. Il doit y avoir une erreur, monsieur Caron. Il nous a toisés. Alors comment êtes-vous mort? J'ai donné un coup de coude à Grover. Oh, a-t-il bredouillé. On s'est noyé dans la baignoire. Tous les trois, a demandé Caron. Nous avons fait 8 de la tête. Grande baignoire. Caron a eu l'air modérément impressionné. J'imagine que vous n'avez pas de pièces pour la traverser. Vous comprenez, normalement, avec des adultes, je mettrai le prix du ferry sur votre carte de crédit, ou je l'ajouterai à votre dernière facture de câble. Mais les enfants, hélas, vous ne m'aurez jamais préparé. Je suppose que vous allez devoir prendre un siège et attendre quelques siècles. Oh, mais nous avons des pièces. J'ai déposé 3 drachmes d'or sur son bureau, prélevés sur le magot que j'avais trouvé dans le bureau de Krusty et empoché. Ça alors, Caron a passé la langue sur ses lèvres. De vrais drachmes en or. Je n'en ai pas vu depuis. Ses doigts flottaient avec cupidité au-dessus des pièces. Nous étions si près du but. Alors Caron a posé les yeux sur moi. J'ai eu la sensation que son regard froid derrière les lunettes perçait un trou dans ma poitrine. Voyons, a-t-il dit, tu n'as pas pu lire mon nom correctement. Es-tu dyslexique, mon garçon? Non, ai-je répondu, je suis mort. Caron s'est penché en avant et il a reniflé. Tu n'es pas mort. J'aurais dû m'en douter. Tu es une graine de Dieu. Nous devons aller aux enfers, ai-je insisté. Caron a poussé une sorte de grognement de fond de sa gorge. Aussitôt, tous les gens qui étaient dans la salle d'attente se sont levés et se sont mis à faire les 100 pas avec une agitation, à allumer des cigarettes, à passer la main dans leurs cheveux ou à regarder leur montre. Parlez tant que vous le pouvez. Encore, nous a dit Caron, je prends ça et j'oublie que je vous ai vu. Il tendait déjà la main vers les pièces, mais je les ai récupérées d'un geste leste. Pas de prestation, pas de pourboire, ai-je lancé, en m'efforçant d'exprimer plus de courage que je n'en ressentais. Caron a grondé de nouveau. C'était un son grave et terrifiant. Les esprits des morts ont commencé à tambouriner contre la porte de l'ascenseur. C'est dommage, d'ailleurs, ai-je soupiré, nous avions davantage à offrir. J'ai levé le sac contenant le magot de Krusty. J'ai prélevé une pleine poignée de drachmes et j'ai laissé les pièces couler entre mes doigts. Le grondement de Caron s'est mué en quelque chose qui ressemblait davantage à un ronronnement de lion. Tu crois qu'on peut m'acheter, graine de Dieu? Et, par simple curiosité, combien as-tu là? Beaucoup, et je parie qu'Hadès ne te paie pas assez pour un boulot exigeant comme le tien. Oh, et encore, tu n'en connais pas la moitié. Que dirais-tu de babysitter? Ces esprits à longueur de journée, toujours les mêmes rengaines. S'il vous plaît, faites que je ne sois pas mort. S'il vous plaît, laissez-moi traverser gratuitement. Je n'ai pas eu d'augmentation depuis 3000 ans. Tu crois que c'est bon de marcher un costume comme ça? Vous méritez mieux, ai-je renchéri. Un peu de gratitude, du respect, un bon salaire. À chaque mot, j'ai déposé une pièce d'or de plus sur le bureau. Caron a baissé les yeux sur sa veste en soie italienne, comme s'il imaginait paraître une tenue plus élégante encore. Je dois dire, mon garçon, que tu commences à tenir des propos plus sensés, un tout petit peu plus sensés. J'ai empilé quelques pièces supplémentaires. Je pourrais suggérer une augmentation quand je parlerai à Hadès, ai-je ajouté. Caron a soupiré. Le bateau est presque plein de toute façon, autant que je vous prenne tous les trois, et que je fasse une traversée. Il s'est levé en empochant notre argent,
nous a fait entrer dans l'ascenseur, déjà bondé d'âmes mortes qui tenaient chacune une carte d'embarquement verte. Caron a attrapé deux esprits qui essayaient de monter avec nous et les a renvoyés dans le hall. Bien, a-t-il annoncé à la cantonade. Maintenant, n'allez pas vous faire décider en mon absence, et si jamais quelqu'un change de nouveau ma station de radio, je veillerai à ce qu'il reste ici encore 1000 ans, c'est compris. Sur ces mots, Caron a fermé les portes. Il a inséré une carte clé dans le tableau de commande de l'ascenseur, et nous avons amorcé la descente. Qu'arrive-t-il aux esprits qui attendent dans le hall, a demandé Annabeth. Rien, a dit Caron. Pendant combien de temps? Pour toujours, ou jusqu'à ce que je sois d'humeur généreuse. Oh, a-t-elle dit, c'est juste. Caron a levé un sourcil. Qui a dit que la mort était juste, jeune demoiselle? Attends que ce soit ton tour. Ça ne devrait pas tarder, vu l'endroit où vous allez. Nous en ressortirons vivants, ai-je dit. Ah! Soudain, j'étais pris de vertige. Nous avions cessé de descendre, et à présent, nous avancions une brume flottée dans l'air. Autour de moi, les esprits commençaient à changer de forme. Leurs vêtements modernes clignotaient, puis s'échangeaient en longues robes grises à capuche. Le sol de l'ascenseur tanguait sous nos pieds. J'ai cligné des yeux très forts. Lorsque je les ai rouverts, le costume italien blanc cassé de Caron avait cédé la place à une longue robe noire. Ses lunettes à monture d'écaille avaient disparu. À l'emplacement de ses yeux, il n'y avait que des orbites vides, comme les yeux d'Arès, à la différence que ceux de Caron étaient entièrement sombres, pleins de nuits de mort et de désespoir. Voyant que je le regardais, il m'a dit oui. Rien, ai-je bafouillé. J'ai cru qu'il souriait, mais ce n'était pas ça. La chair de son visage devenait transparente, me permettant de voir jusqu'à son crâne. Le sol de l'ascenseur tanguait toujours. Grover a dit, je crois que j'ai le mal de mer. Lorsque j'ai cligné des yeux à nouveau, l'ascenseur n'en était plus un. Nous étions dans un bac en bois. Caron nous poussait avec une perche le long d'un fleuve sombre et huileux dans lequel tourbillonnaient des os, des poissons morts et d'autres objets plus surprenants. Des poupées, des œillets écrasés, des diplômes détrempés au bord doré. Le Styx, a murmuré Annabeth, il est tellement pollué, a dit Caron. Ça fait des milliers d'années que vous autres humains y jetez tout ce que vous apportez avec vous. Vos espoirs, vos rêves, vos souhaits jamais réalisés, déplorables, traitement des déchets, si tu veux mon avis. Une brume s'élevait des eaux grasseuses. Au-dessus de nous, presque perdu dans l'obscurité, s'étendait un plafond de stalactites. Au-devant, le rivage luisait d'un éclat vert, la couleur du poison. La panique m'a pris à la gorge. Que faisais-je ici? Tous ces gens qui m'entouraient, ils étaient morts. Annabeth m'a attrapé par la main. En d'autres circonstances, ça m'aurait embarrassé, mais là j'ai compris ce qu'elle ressentait. Elle avait besoin de se rappeler qu'il y avait quelqu'un d'autre de vivant à bord de ce bateau. Je me suis surpris à marmonner une prière, sans trop savoir à qui je l'adressais. Dans ces profondeurs, il n'y avait qu'un seul Dieu qui comptait, et c'était celui que j'ai été venu affronter. Le rivage des enfers est apparu, une étendue de sable noir volcanique, parsemé de rochers escarpés, s'étirait sur une centaine de mètres, jusqu'au pied d'un haut mur de pierre qui s'enfonçait sur la gauche et sur la droite, aussi loin que portait le regard. Un son a surgi de la pénombre, verdâtre, un son assez proche qui résonnait contre les pierres, le grondement d'un gros animal. Ce vieux triple tête a faim, a dit Caron. Son sourire s'est fait squelettique dans les reflets verts. Pas de chance pour vous, graine de Dieu. Le fond du bac a glissé sur le sable noir. Les morts ont commencé à débarquer. Une femme qui tenait une petite fille par la main, un vieil homme et une vieille femme qui allaient clopant, bras enlacés, un garçon pas plus âgé que moi qui s'éloignait à pas traînants et silencieux dans sa robe grise. Je t'aurais bien souhaité bonne chance, mon vieux, m'a dit Caron, mais ça n'existe pas ici. Cela dit, n'oublie pas de parler de mon augmentation. Il a compté nos pièces d'or
et les a glissés dans sa bourse. Puis il a repris sa perche, tout en chantonnant un air qui ressemblait à du pareil Manilo. Il a poussé sa barge vide vers l'autre rive. Nous avons suivi les esprits le long d'un sentier vieux comme la mort. Je ne sais pas trop ce que je m'étais imaginé. Les portes de l'au-delà, une herse noire, quelque chose d'un peu grandiose, mais l'entrée des enfers ressemblait à un croisement entre un péage d'autoroute et un poste de sécurité dans un aéroport. Il y avait 3 entrées séparées, regroupées sous une immense arcade noire avec un panneau. Vous allez pénétrer dans l'Ereb. Chaque entrée était équipée d'un portique détecteur de métal et de caméras de sécurité. Derrière, il y avait des postes de péage tenus par des spectres en robe noire comme Caron. Le grondement de l'animal affamé était vraiment fort. À présent, pourtant je ne voyais pas d'où il venait. Cerbère, le chien tricéphale, censé garder la porte d'Hadès, n'avait pas l'air d'être dans les parages. Les morts faisaient la queue en 3 files, de devant des panneaux entrée sur entretien et une devant le panneau mort direct. La file mort direct était fluide, tandis que les 2 autres bougeaient à peine. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé à Nabette. La file rapide doit aller directement à l'asphodèle, a-t-elle répondu. Pas de suspense. Les gens ne veulent pas courir le risque d'un jugement au tribunal parce que ça pourrait se retourner contre eux. Il y a un tribunal pour les morts. Puis, il y a 3 juges qui président à tour de rôle. Le roi Minot, Thomas Jefferson, Shakespeare. Ce genre de gens, parfois, ils regardent une vie et décident que cette personne mérite une récompense particulière. Les Champs-Élysées. Parfois, ils décident d'une punition, mais la plupart des gens se sont contentés de vivre. Rien de spécial. Ni en bon, ni en mauvais. Alors, ils vont à l'asphodèle. Qu'est-ce qu'ils font? Imagine-toi, a dit Grover, dans un champ de blé du Kansas pour toujours. Rude, ai-je dit. Pas aussi rude que ça, là-bas. Un marmonnet Grover. Regarde, 2 spectres en robe noire avaient pris un esprit à l'écart et le fouillaient. Le visage du mort me disait vaguement quelque chose. C'est le prêtre dont on a parlé aux informations. Tu te souviens, m'a dit Grover. Ah oui, je m'en souvenais maintenant. Nous l'avions vu 2 ou 3 fois au journal télévisé à Yancy. C'était ce téléévangéliste exaspérant qui avait récolté des millions de dollars pour des orphelinats dans l'état de New York, puis qui s'était fait prendre à dépenser l'argent pour lui en se faisant installer des trucs comme des lunettes de toilette plaquées or ou un mini-golf ou couvert. Il s'est tué en fuyant les voitures de police au volant de sa Lamborghini du Seigneur qui était tombé du haut d'une falaise. Qu'est-ce qu'ils lui font? Ai-je demandé. Punition spéciale d'Hadès, je suppose, a dit Grover. Les gens vraiment mauvais lui sont soumis dès leur arrivée. Les bienveillantes, inventent une torture éternelle pour chacun. La pensée des furies m'a fait frissonner. Je me suis rendu compte que j'étais sur leur territoire. À présent, la vieille Madame Dodds devait se lécher les babines d'avance. Mais si c'est un prédicateur, ai-je dit, et s'il croit à un enfer différent, qui te dit qu'il voit ce lieu de la même façon que nous? A répondu Grover, avec un haussement d'épaule. Les humains ne voient que ce qu'ils veulent. Vous êtes très têtus, persévérants à cet égard. Nous nous sommes rapprochés des portes. Le grondement était si fort, maintenant que le sol tremblait sous mes pieds. Pourtant, je ne trouvais pas d'où il pouvait bien provenir. Alors, à une quinzaine de mètres devant nous, la brume verte a scintillé. Planté exactement à l'endroit où le chemin se divisait en 3, il y avait un énorme monstre, un peu flou. Je ne l'avais pas vu avant qu'il était à moitié transparent, comme les morts. Tant qu'il ne bougeait pas, il se fondait dans l'arrière-plan. Seuls ses yeux et ses crocs paraissaient en dur. Il braquait ses regards sur moi. Je suis resté bouche bée. Tout ce que j'ai trouvé à dire, ce fut: c'est un Rottweiler. Je m'étais toujours imaginé Cerbère comme un grand dog noir. Mais c'était de toute évidence un Rottweiler de race, à ces détails près, bien sûr, qu'il faisait à peu près la taille d'un mammouth,
qu'il était presque invisible et qu'il avait 3 têtes. Les morts passaient devant lui sans manifester aucune peur. Les fils entraient sur entretien, bifurquaient sur sa gauche et sa droite. Les esprits qui empruntaient la mort directe passaient carrément entre ses pattes de devant et sous son ventre, sans même avoir besoin de se pencher. Je commence à le voir plus nettement et je dis: comment ça se fait? Je crois. Annabeth a passé la langue sur les lèvres. J'ai peur que ce soit parce que nous nous rapprochions d'un état de mort. Le chien a tendu sa tête du milieu vers nous. Elle a reniflé l'air et grondé. Il sent l'odeur du vivant, ai-je dit. Mais ce n'est pas grave, rétorque Grover, qui tremblait à côté de moi, parce que nous avons un plan. Exact. Arranger rien à bête. Je ne lui avais jamais entendu une si petite voix. Le plan. Nous nous sommes avancés vers le monstre. La tête du milieu nous a montré les dents, puis a éclaté en aboiement si fort que mes yeux ont roulé dans leur orbite. Tu comprends ce qu'il dit? Ai-je demandé à Grover. Oh, hélas, que dit-il? Je ne crois pas que les humains disposent d'un juron qui puisse exprimer ça. J'ai sorti le grand bâton de mon sac à dos, une colonne de lit que j'avais arrachée du modèle d'exposition Safari de luxe chez Krusty. J'ai levé le bâton en l'air en m'efforçant d'envoyer mentalement des pensées canines heureuses à Cerbère. Des publicités pour croquettes. De millions de petits chiots jouant avec des tuyaux de rosage. J'ai essayé de sourire, comme si je n'étais pas sur le point de mourir. Eh mon grand, me suis-je écrié, je parie qu'on ne joue pas souvent avec toi. Grrr. Gentil, ai-je dit d'une voix faible. J'ai agité le bâton. La tête du milieu a suivi le mouvement. Les 2 autres têtes se sont rivées sur moi en ignorant complètement les esprits. Cerbère m'accordait son attention entière. Je n'en demandais pas tant. Va chercher. Je lançai le bâton dans l'obscurité d'un geste énergique. Je l'ai entendu faire plouf dans le Styx. Cerbère m'a toisé, pas impressionné pour dessous. Il avait le regard froid et torve. Autant pour le blanc. Cerbère émettait maintenant un grondement différent qui montait du tréfonds de ses 3 gorges. Percy, a fait Grover. Ouais, je me disais juste que ça t'intéresserait. Ouais, Cerbère dit qu'on discourne pour prier le dieu de notre joie. Après ça, il a faim. Attendez, c'est crié Annabeth qui s'est mise à fouiller dans son sac à dos. Qu'est-ce qu'elle trame? Me suis-je demandé. 5 secondes, a dit Grover, on se sauve. Annabeth a sorti une balle en caoutchouc rouge de la taille d'un pamplemousse qui portait l'inscription Aqualand, Denver. Avant que j'aie pu l'arrêter, elle a levé la balle bien haut et s'est avancée d'un pas ferme vers Cerbère. Tu vois la balle, a-t-elle crié. Tu veux la balle, Cerbère? Ah si. Cerbère apparut aussi sidéré que nous. Ses 3 têtes se sont penchées de côté. Ses narines se sont dilatées. Ah si, a ordonné Annabeth de nouveau. J'étais persuadé que d'une seconde à l'autre, elle allait jouer le rôle du plus grand biscuit pour chien de la terre. Mais Cerbère a léché ses 3 paires de babines, a remué l'arrière-train et s'est assis en écrasant immédiatement une douzaine d'esprits qui passaient sous lui dans la file, mort direct. Les esprits se sont dissipés avec des jointements étouffés, comme l'air qui s'échappe d'un pneu. Gentil, a dit Annabeth. Elle a lancé la balle à Cerbère. Il l'a attrapée dans sa gueule du milieu. Elle était à peine assez grande pour qu'il puisse la mordiller. Là-dessus, les 2 autres têtes se sont attaquées à celle du milieu pour essayer de s'emparer du nouveau jouet. Lâche, a ordonné Annabeth. Les têtes de Cerbère ont arrêté de se chamailler et l'ont regardé. La balle était coincée entre 2 gros, comme une minuscule boulette de chewing-gum. Cerbère a poussé un gémissement sonore et effrayant, puis a lâché la balle, maintenant couverte de bave et à moitié déchiquetée, au pied d'Annabeth. Gentil, Annabeth a ramassé la balle sans se soucier de la bave et s'est tournée vers nous. Allez-y, la file mort directe, c'est la plus rapide. Mais
et je dis tout de suite, a-t-elle ordonné sur le même ton qu'elle employait avec le chien. Grover et moi, nous nous sommes avancés à petits pas hésitants. Cerbère s'est mis à gronder. Attends, a ordonné Annabeth au monstre. Si tu veux la balle, attends. Cerbère a gémi, mais il a attendu sans bouger. Et toi, ai-je demandé à Annabeth quand nous sommes passés devant elle. Je sais ce que je fais, Percy, a-t-elle bougonné. En tout cas, j'en suis à peu près sûr. Grover et moi, nous sommes avancés entre les pattes du monstre. S'il te plaît, Annabeth, ai-je prié en silence, ne lui dis pas de s'asseoir de nouveau. Nous sommes arrivés de l'autre côté. Cerbère n'était pas moins effrayant vu de dos. Bon chien, dit Annabeth. Elle a levé la balle rouge déchiquetée, et elle s'est sans doute arrivée à la même conclusion que moi. Si elle récompensait Cerbère, il ne resterait plus de quoi jouer une nouvelle fois. Elle lui a quand même lancé la balle. La gueule de gauche du monstre la saisit au vol, malgré les claquements de mâchoire de la tête du milieu, les grognements de protestation de la tête droite. Profitant de la distraction du monstre, Annabeth est vite passée sous son ventre et nous a rejoints devant le détecteur de métal. Comment t'as fait? Lui ai-je demandé, estomaqué. L'école de dressage, a-t-elle dit, à bout de souffle, et j'ai pu voir avec étonnement qu'elle avait les larmes aux yeux. Quand j'étais petite, chez mon père, nous avions un Doberman. C'est pas le moment, a dit Grover, en me tirant par mon t-shirt. Venez. Nous allions remonter en flèche la file mort directe lorsque Cerbère a gémi pitoyablement par ses trois gueules. Annabeth s'est arrêtée. Elle s'est retournée vers le chien qui avait fait volte-face pour nous regarder. Cerbère haletait, plein d'impatience. La minuscule balle rouge gisait en lambeaux dans une flaque de bave à ses pieds. Gentil, a dit Annabeth, mais sa voix avait un timbre triste et hésitant. Le monstre a incliné ses têtes comme s'il se faisait du souci pour elle. Je te porterai une autre balle bientôt, a promis doucement Annabeth. Ça te fera plaisir. Le monstre a gémi. Je n'avais pas besoin de parler le canin pour savoir que Cerbère attendait toujours la balle. Gentil chien, je reviendrai te voir bientôt. Je te promets. Annabeth s'est retournée vers nous. Allons-y. Grover et moi, nous nous sommes élancés sous le portique détecteur de métal, lequel a aussitôt explosé en hurlements et lumière rouge clignotante. Objet non autorisé, magie détectée. Cerbère s'est mis à aboyer. Nous avons franchi en courant la porte, mort direct, ce qui a déclenché encore plus de scènes de sirènes d'alarme, et nous avons déboulé à fond de train aux enfers. Quelques minutes plus tard, nous étions cachés dans le tronc pourri d'un immense arbre noir, tout essoufflé, tandis que des spectres de sécurité défilaient au pas de charge en appelant les furies au secours à grands cris. Eh bien, Percy, a murmuré Grover, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Que les chiens tricéphales préfèrent les balles en caoutchouc au bâton. Non, m'a dit Grover, nous avons appris que tes plans ne manquent pas de mordants. Je n'étais pas si mécontent que ça de notre plan. Pourtant, j'avais le sentiment qu'Annabeth et moi avions peut-être vu juste tous les deux, même si aux enfers, tout le monde, monstre compris, avait besoin d'un peu d'attention de temps en temps. J'y réfléchis pendant que nous attendions que les spectres s'éloignent. J'ai fait semblant de ne pas voir Annabeth essuyer une lame sur sa joue en attendant la plainte triste de Cerbère au loin qui se languissait de sa nouvelle habit. Et voilà, c'est la fin du chapitre 18. J'espère que ça vous a plu. L'arrivée aux enfers, tout ça, c'est plutôt sympa. On est à 79% du livre. Donc il reste pas grand chose. Je crois qu'il nous reste 4 chapitres. Donc ça fera 2 autres vidéos. Du coup, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et voilà. Allez, salut.